Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mathieu Gallois, hypnothérapeute. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les états modifiés de conscience que j'ai largement utilisés à titre personnel pour mon bien-être. Donc dans cette vidéo est le fruit d'expérimentation et d'investigation personnelle. Et tout ce que je donne dedans sont basés sur des bases solides de sciences telles que les neurosciences, la physique, etc. Alors, les états modifiés de conscience, qu'est-ce que c'est? C'est tous ces états qu'on va avoir à longueur de journée et tous les jours, dans lesquels on peut se mettre, par exemple, lorsqu'on fait des tâches répétitives telles que faire la vaisselle, faire le ménage, qu'on est à la fois en train d'effectuer cette tâche et puis notre esprit est ailleurs. Ou alors lorsque quelqu'un nous parle et qu'on est totalement absorbé par la conversation, ou tout simplement qu'on pense à autre chose, qu'on a oublié ce qu'il nous a dit. Ou encore lorsqu'on regarde un bon film ou qu'on lit un bon livre et qu'on est totalement immergé dedans. Ou encore lorsque l'on conduit, qu'on ne se souvient pas du trajet. Donc voilà les différents états modifiés de conscience qu'on peut appréhender lors de notre journée. Donc on en fait tous les jours de façon inconsciente, c'est inné pour nous. On a cette capacité innée. Et lorsqu'on apprend à maîtriser cette capacité, pour notre bien-être, c'est vraiment très très efficace. Alors, état hypnotique, hypnose, méditation, transe, tout ça c'est la même chose, ce sont des états modifiés de conscience. D'ailleurs, trans en latin, ça veut dire aller vers, comme si on allait vers quelque chose d'autre. On se transporte d'un état ordinaire de conscience vers un état modifié de conscience. Qu'est-ce qui permet scientifiquement de faire la différence entre état ordinaire de conscience EOC et état modifié de conscience EMC? Eh bien, c'est une modification des ondes cérébrales. On a mesuré les ondes cérébrales en mettant des électrodes au niveau du cerveau. Et puis on se rend compte qu'en état ordinaire de conscience, on est en onde bêta. Et puis que lorsqu'on rentre en état modifié de conscience, on passe par d'autres ondes cérébrales. Alpha, θ, delta, gamma. Et plus on rentre en état modifié de conscience, en transe, plus on se rapproche de notre inconscient. Jusqu'à un moment donné où on peut même avoir des distorsions du temps. Et puis ça, vous en avez déjà fait l'expérience dans votre vie. Par exemple, lorsque vous regardez un film ou plein de séries à la suite, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé alors que ça fait depuis plusieurs heures. Voilà une distorsion du temps, une contraction du temps. A l'inverse, on peut avoir aussi, comme quand on était jeune, qu'en cours, une minute peut paraître une heure. Voilà. Alors je viens de parler de l'inconscient, quelles sont les différentes fonctions de l'inconscient? Notre inconscient, il gère tout ce qui n'est pas conscient. Alors dedans, on va voir nos fonctions biologiques, que ce soit transpiration, respiration, le système immunitaire, le système circulatoire, le système endocrinien, etc. Il stocke aussi nos expériences, nos apprentissages. Il a une mémoire absolue, il se souvient tout depuis le moment de notre création, et puis tout ça, c'est notre base de données, toutes nos expériences qui stockent en permanence. Après, on ne se souvient pas forcément consciemment de tout cela, normal, parce que on va avoir des filtres. C'est lui qui gère notre mémoire avec des filtres. Les filtres que l'on peut avoir, ça va être les filtres d'omission, et puis à la maison, on peut avoir des phrases telles que « mais si, je te l'ai dit », puis la personne qui ne s'en souvient pas, elle est réellement honnête. Pour elle, il n'y a pas eu, elle se souvient pas du tout de ce qu'on lui a dit. Elle s'est mis un filtre inconscient d'omission. Après, filtre de distorsion, et puis pareil, à la maison, on peut avoir des phrases telles que « mais tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé ». Ou alors des filtres de généralisation, et puis à la maison, on va avoir des phrases telles que « mais c'est toujours la même chose avec toi ». Voilà comment notre inconscient gère notre mémoire à travers ces différents filtres. On reviendra sur ces filtres lors d'une deuxième présentation. Alors, le constat de tous les clients que j'ai pu avoir en thérapie, j'ai pu isoler deux grands groupes. Déjà, le premier groupe, les personnes qui me disent « j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas ». Qu'est-ce que ça veut dire j'ai tout pour être heureux? C'est j'ai tout le confort matériel, tout l'environnement immédiat propice au bonheur, tel qu'on nous l'a vendu,
mais je ne le suis pas. Du coup, on peut se demander, qu'est-ce qui manque? Que me manque-t-il? Autre groupe, tout allait bien et soudain ça a basculé. Ah, pourquoi? Voilà les différentes questions auxquelles je vais tâcher de répondre lors de cette présentation. Alors, de quoi sommes-nous constitués? Notre corps est constitué de tissus et d'organes. De quoi sont constitués ces tissus et d'organes? Sont constitués de cellules. De quoi sont constituées ces cellules? De molécules. Et puis on continue à descendre vers l'infiniment petit. Les molécules sont constituées d'atomes. Les atomes sont constitués de particules subatomiques telles que les quarks, quanta, cordes, etc. Et ces particules subatomiques sont constituées d'énergie. Donc notre corps, que l'on peut toucher, ça serait que de l'énergie. Et toute la matière qui nous entoure, c'est aussi que de l'énergie. C'est ce qu'affirmait déjà Max Planck, le père fondateur de la physique quantique. Début 1900, il disait « Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. La matière comme telle n'existe pas. » Du coup, on peut se demander, qu'est-ce que la réalité? De quoi est constituée la réalité que l'on perçoit avec nos yeux? Donc les scientifiques se sont posés ces questions et ont envoyé des satellites dans l'espace pour pouvoir comprendre de quoi était constitué l'univers. En 2009, ils ont envoyé le satellite qui a porté le nom de Planck pour aller analyser la première lumière issue du Big Bang qui date de 13,5 milliards d'années. Et à la suite des résultats, on a eu deux résultats assez étonnants. Donc le premier, c'est que toute la réalité visible que l'on voit avec nos yeux ne représente que 0,4% de la réalité. Et puis le deuxième, c'est que 99,6% de cette réalité est invisible. Ce qu'on appelle réalité invisible. Ça veut dire que mon corps que je vois, que je touche là, c'est 0,4% de moi. Il y a 99,6% de moi que je ne vois pas, mais qui existe. Cette réalité invisible. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette réalité invisible de mon corps que je ne vois pas? C'est 99,6%. Et ce sont nos corps énergétiques. Depuis des milliers d'années, plein de cultures et puis expliquent que ces corps énergétiques existent. Et puis maintenant, avec les sciences, alors je vais parler des Russes qui ont fait des découvertes assez étonnantes dans le domaine. Ils sont intéressés à ces corps énergétiques puisque leurs astronautes qu'ils envoyaient dans l'espace, lorsqu'ils tombaient malades, qu'ils leur donnaient des médicaments, tous les astronautes avaient tous les effets secondaires des médicaments sans aucun effet bénéfique. Du coup, ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir les soigner. Ils sont intéressés à des médecines ancestrales. Ils se sont rendus compte que le point commun à toutes ces médecines, c'était les corps énergétiques. Du coup, en tant que bons scientifiques, ils se sont dit, on va travailler dessus, mais nous, on a besoin de pouvoir voir, toucher, observer, sentir un petit peu ces corps énergétiques. Donc, ils ont mis en place des machines à imagerie qui permettent d'identifier et d'intervenir sur ces corps énergétiques. Alors, ces corps énergétiques, quels sont-ils? Déjà, on va voir le corps physique. On a dit que le corps physique était constitué d'énergie, donc c'est le premier corps énergétique. Ensuite, le corps éthérique. Après, le corps astral. Dans le corps astral, c'est là où on va trouver le corps émotionnel, sur lequel on va beaucoup travailler en thérapie. Après, le corps mental, le corps de nature causale, et le corps supramental et corps atmique. Et que tous ces corps énergétiques, ils sont constitués totalement d'énergie. Donc nous, on est constitué totalement d'énergie. C'est ce qu'affirmait Nikola Tesla, qui disait « La vie peut être perçue uniquement en termes d'énergie, de fréquence et de vibration ». Ces corps énergétiques, on ne peut pas les observer à l'œil nu avec nos yeux, puisqu'ils appartiennent à d'autres fréquences que notre corps physique. Et nos yeux, qui appartiennent à notre corps physique, eux, perçoivent les vibrations de cette fréquence-là. Donc il faudrait d'autres yeux, d'autres moyens pour pouvoir observer ces corps énergétiques, qui existent bel et bien. Pour donner une image un petit peu de ces corps énergétiques, de cette réalité invisible, les ondes radio, on sait qu'elles existent, puisque quand on allume la radio, on a bien des chaînes radio.
Entre elles, ces ondes, elles sont très solides, elles ne se rentrent pas l'une dans l'autre, parce que si c'était le cas, en allumant la radio, on aurait toutes les chaînes radio en même temps. Et c'est pas ce qui se passe. Par contre, elles nous traversent. Et ces ondes radio, on ne les voit pas, mais elles existent bel et bien. Alors, ces corps énergétiques, je vais revenir après dessus. Notre corps physique, il est alimenté en énergie par des pompes énergétiques que l'on peut voir ici, qu'on appelle chakras ou centres de force, qui permettent d'alimenter notre corps physique en énergie à partir de corps énergétiques bien plus éloignés. Alors, les images Kirlian, c'est les premières images qui ont été mises en place pour pouvoir identifier un petit peu ces différents corps énergétiques. Alors, le procédé Kirlian a été découvert en 1939 par Valentina Kirlian et son époux Simeon Kirlian, et on voit du coup en bleu une partie du corps éthérique. Pour celles et ceux qui sont adeptes des images Kirlian, déjà dans ce corps, dans cette petite partie du corps éthérique, ils arrivent à identifier beaucoup de choses. Par exemple des cancers, des dépressions, avant que ça rentre dans le corps physique, avant que la personne même ne s'en rende compte des symptômes. Voilà une autre image de champignon, à gauche champignon bio, à droite le même champignon, la même espèce en OGM. Donc voilà. Alors, on a vu les pompes énergétiques qui permettent d'alimenter notre corps physique en énergie via des courants énergétiques qu'on appelle nadis. Alors là, je vais vous présenter les nadis principaux. Les pompes énergétiques ou chakras, centres de force, sont reliés par un axe principal qui s'appelle Shushuna. Et puis après, il y a deux nadis principaux qui tournent autour de ces chakras ou centres de force, qui s'appellent Ida et Pingala. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le caducée des médecins. Oui, à la base, la médecine occidentale est une médecine énergétique. La médecine d'Hippocrate, Hippocrate qui est considéré comme le premier thérapeute, et puis que les médecins prêtent toujours serment d'Hippocrate. Hippocrate disait le thérapeute doit intervenir le moins possible sur son patient, puisqu'il possède en lui toutes les ressources, toutes les forces suffisantes et nécessaires pour sa guérison. Le thérapeute est plus que là comme un guide. Voilà, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Alors il y a des nadis principaux, et puis il y a aussi des nadis secondaires. L'ordre de 72 000, je ne sais pas comment ils ont fait pour pouvoir connaître ce chiffre, et qui permettent d'alimenter notre corps physique en énergie à l'aide de tous ces différents canaux. Alors pour le moment, on va laisser de côté le côté énergétique, et puis on va revenir sur quelque chose de plus terre à terre, le fonctionnement du cerveau, d'après Paul MacLean. Alors j'ai mis 3 cerveaux, c'est plutôt 3 régions du cerveau. Pourquoi 3 cerveaux? Parce que ça correspond à les différentes strates géologiques, si je peux m'exprimer ainsi. On a le cerveau reptilien qui date de 300 millions d'années, puis après le cerveau limbique environ 165 millions d'années, et le néocortex d'environ 100 000 ans, que celles nous, les humains, les dauphins et quelques espèces de chimpanzés avons. Alors, quelles sont les différentes fonctions de ces 3 régions du cerveau? Le cerveau reptilien, ou cerveau instinctif, c'est le cerveau de la survie, des grandes fonctions biologiques, qu'on a vu tout à l'heure, plaisir et peur. Ici, on va surtout retenir survie. Après, on va voir le cerveau limbique, ou affectif. C'est le cerveau des mémoires, émotions et premiers apprentissages. À la naissance, il est quasiment vierge. Je dis quasiment puisqu'on va voir les mémoires transgénérationnelles qui vont être quand même inscrites dessus. On va revenir dessus sur le transgénérationnel tout à l'heure. Et puis ce cerveau limbique, donc on va venir piocher en permanence dedans. Après, on va voir le néocortex, ou cerveau cognitif, maniement des idées, intelligence, créativité, solidarité. Il est très très gourmand en énergie. Ça, on va retenir, c'est assez important. Et c'est uniquement au niveau du néocortex qu'on va pouvoir faire la distinction entre d'un côté cerveau gauche plutôt analytique et de l'autre côté cerveau droit plutôt créatif. C'est uniquement au niveau du néocortex qu'on va pouvoir faire cette distinction. Alors comment ça fonctionne dans la vie? Lors d'une situation, toutes les situations sont analysées au niveau limbique, au niveau apprentissage. Donc ça, soit ça fait référence à quelque chose de positif ou de neutre, auquel cas on peut utiliser notre néocortex et agir en intelligence, possibilité d'agir en fonction de la situation. On va pouvoir utiliser notre intelligence pour choisir
comment agir en fonction de la situation. Soit la situation fait référence à quelque chose de négatif, jugé négativement par notre inconscient, auquel cas la communication avec le néocortex est coupée, et on va avoir des modes de réaction reptiliens. Et là c'est très simple, ça va être l'ordre de 3, on va avoir des réactions de fuite, offensive ou défensive, mode agressif, que ce soit envers soi ou envers les autres, de fuite, que ce soit fuite psychique ou fuite physique, que je pars directement de la pièce, ou alors fuite psychique, je fuis dans l'imaginaire, dans les drogues, dans les addictions, etc. Ou repli, sidération, que je suis prostré, je me laisse mettre sous influence, sous domination, je me tais, etc. Là, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation jugée négative par l'inconscient, et du coup, il y a un danger pour le système. C'est pour cela qu'on met en place des réactions, pour pouvoir s'adapter tout de suite, être en réaction rapide. Alors, je vais donner un exemple. Alors, Cindy a 2 ans, elle aime beaucoup ses parents l'aiment énormément, il fait beau dehors, et sa maman décide de profiter du jardin, du beau temps, pour sortir Cindy. Donc elle prend Cindy qui est en train de dormir dans la maison, la place à l'extérieur dans son landau à l'ombre, et puis Cindy est toujours en train de dormir, sa maman retourne à la maison pour pouvoir lire un livre, prendre un livre à lire, son téléphone sonne, elle reste quelque temps au téléphone. Pendant ce temps, dans le jardin, Cindy se réveille. Et là, ne voyant pas sa mère, ne sentant pas sa présence, elle a très peur et se met à pleurer. Cette première situation, c'est ce que je vais appeler la mémoire négative originelle, peur d'être seul dans le jardin. Face à cette mémoire négative originelle, face à cette cause, Cindy va mettre en place, alors là c'est un exemple, Cindy va mettre en place une stratégie d'adaptation. Donc là, ce qu'elle a choisi de mettre en place, c'est de la manipulation de sa maman pour pouvoir conserver sa maman en permanence à côté d'elle et qu'elle ne soit plus jamais seule. Seulement Cindy, lorsqu'elle vient en consultation, elle n'a pas 2 ans, elle a grandi et donc elle a continué, elle a généralisé les causes et les peurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que notre inconscient est généralise. Donc on va avoir une augmentation des causes, augmentation des peurs. Peur de mourir, pour peu qu'on lui ait dit que lorsqu'on meurt, on est tout seul, et qu'elle l'ait cru. Donc peur de mourir, peur d'être enfermé, peur de manquer de reconnaissance, parce que si je manque de reconnaissance, c'est que je suis moins importante, donc il y a de possibilités que les gens partent autour de moi, que je me retrouve toute seule. De la même manière, du coup, peur d'être jugée, parce que si je n'accepte pas le qu'en dira-t-on, du coup, je risque de me retrouver toute seule, peur d'être rejetée, peur de s'affirmer, peur du changement, et donc un grand manque de confiance en soi. Face à la généralisation de toutes ces causes, on va avoir du coup une généralisation de stratégies d'adaptation pour pouvoir compenser ces nouvelles peurs. Alors là, par exemple, ça peut être l'hyperchondrie pour la peur de mourir, etc. On a vu tout à l'heure que notre inconscient gère nos fonctions biologiques. Du coup, ce que je fais dans la vie, notre inconscient, il le perçoit aussi. On a une relation immédiate et directe tout de suite avec notre inconscient. On est en communication tout le temps avec notre inconscient. Alors pour peu que j'ai peur du milieu extérieur, j'informe mon inconscient que le milieu extérieur est hostile et dangereux. Et du coup que tout ce qui peut pénétrer dans mon organisme à l'intérieur de moi est considéré comme hostile et dangereux. Notre inconscient, on a dit qu'il gérait le système immunitaire. Et donc pour quelqu'un, comme Cindy, elle est venue avec cela, pour quelqu'un qui a peur du milieu extérieur, elle va dire à son inconscient, attention, c'est ce qu'elle a fait, elle a dit à son inconscient, tout ce qui est à l'extérieur c'est dangereux, donc défends-toi, et son système immunitaire a fait ok. Du coup, il y a eu une généralisation des allergies, que tout ce qui était extérieur, qui rentrait dans le système, était considéré comme un agent pathogène, et donc mettait le système immunitaire en route. Alors, souvent la personne a des mécanismes de résilience, des adaptations positives à la situation. Mais il arrive parfois que des stratégies de survie soient mises en place. Et puis c'est lorsque ces stratégies de survie sont mises en place que les personnes viennent me consulter. Alors que fait l'inconscient de Cindy? Il effectue ce qu'elle lui a demandé lors de la situation initiale et répète à chaque fois la même stratégie de survie, en généralisant.
Donc il n'est ni bon ni mauvais. Il fait que appliquer, c'est son pilote automatique. Alors Cindy, elle est responsable, mais pas coupable. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Responsable parce que c'est nous, avec notre inconscient, qui avons mis en place ces stratégies de survie, à 100%. Mais pas coupable parce que ça reste quand même des processus inconscients. Pourquoi c'est important d'accepter sa responsabilité à 100%? Parce qu'à partir du moment où j'accepte ma responsabilité à 100%, c'est moi qui me suis mis dans ces états-là, ok, mais du coup j'ai 100% des outils pour m'en sortir aussi. Et là ça prend tout son sens. Alors on peut me dire, mais je ne suis pas responsable de ma chute, je ne suis pas responsable de mon accident de voiture, etc. Ok, il se trouve que notre corps se régénère à une vitesse phénoménale. En un an, il s'est régénéré à 98%. En 2 ans, il s'est régénéré à 100%. Donc qu'est-ce qui fait qu'après cette chute, après cet accident de voiture, j'ai toujours mal à mon épaule, à mon genou, 2, 3 ans, 4 ans plus tard, 10 ans plus tard? Ce qu'il y a, c'est que à partir du moment où j'ai attaché une émotion à cette chute, à cet accident, par exemple, j'ai eu un accident de voiture avec ma petite fille à côté, ma petite fille est blessée, et puis moi aussi je suis blessé à l'épaule, j'en veux beaucoup à la personne qui m'est rentrée dedans. Du coup, je me suis attaché émotionnellement à cela. En gros, je dis à mon inconscient, oublie pas, j'en veux toujours à cette personne, oublie pas que j'ai de la colère vis-à-vis de cette personne. Lorsque j'accepte de lâcher prise vis-à-vis de cela, et ben là, la guérison va pouvoir se faire. Donc en fait, je suis responsable de l'attachement émotionnel que j'accorde à cette chute, à cet accident. Du coup, je suis responsable de ma guérison physique et psychique, à la fois des deux. Les différentes mémoires, positives et négatives. Comment ça se passe dans nos corps énergétiques? On revient à cela. Donc, on a le corps physique en jaune et puis nos différents corps énergétiques autour. Plus les mémoires sont éloignées du corps physique, plus elles appartiennent au collectif. C'est-à-dire que à proximité, on va voir les mémoires personnelles, dites de l'inconscient personnel. Et plus on va s'éloigner, plus ça va appartenir au collectif. Un peu plus loin, on va voir les mémoires familiales, inconscient familial avec le transgénérationnel, que maintenant la science a pu démontrer en isolant des marqueurs au niveau de l'ADN. Ils se sont rendus compte que ces marqueurs passaient de génération en génération et que le traumatisme subi par un arrière-grand-parent se répercutait sur la fille, la petite-fille, l'arrière-petite-fille. Et qu'en traitant cela avec les états modifiés de conscience, on enlevait ce traumatisme. Après, mémoire collective, de l'inconscient collectif, égrégore, et puis il y en a encore bien plus loin. Les égrégores, je ne vais pas détailler cela maintenant, ça sera lors de la deuxième présentation dans la prochaine vidéo. Lorsqu'on rentre en état modifié de conscience, on amène notre conscience de plus en plus loin dans nos corps énergétiques. Tout à l'heure, vous vous souvenez, le premier corps après le corps éthérique, c'était le corps astral, de nature astrale. Et dans le corps astral, on va voir le corps de nature émotionnelle, qui appartient à notre inconscient personnel. Alors, les mémoires négatives. Là, on a parlé de mémoires positives et négatives. Les mémoires négatives dans le corps énergétique, comment cela intervient? Comment cela agit? On a vu les mémoires de tout à l'heure, les courants énergétiques qui permettent d'alimenter le corps physique en énergie à partir des corps énergétiques bien plus loin. On a dit que ces courants c'était des nadis. Et qui s'arrêtaient au niveau des mémoires jugées négatives par l'inconscient. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas le voir aussi flagrant que cela, c'est plutôt comme une vanne. La mémoire agit comme un blocage énergétique, comme une vanne, et plus on va voir ce processus de généralisation qui va se mettre en place, plus l'étau autour du courant énergétique, du nadi, va être plus prononcé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'énergie qui circule. Plus le blocage est important, plus la vanne est fermée. Lorsque la vanne est fermée, les cellules qui jusqu'alors se régénéraient à l'aide de l'énergie, commencent à se dégénérer. La cellule commence à se dégénérer. Alors, du coup, moins on a d'énergie, moins on est alimenté en énergie, moins on a d'énergie, plus on est fatigué, plus on va agir en mode robot. Le mode robot, mode inconscient, est de plus en plus présent. Et on va voir notre généralisation
qui va être aussi de plus en plus, généralisation inconsciente, des peurs et des stratégies d'adaptation qui va être de plus en plus présente, et donc de moins en moins d'énergie. Et du coup, on rentre dans ce cercle vicieux. Pourquoi nettoyer ces différentes mémoires jugées négatives par l'inconscient? Déjà, pour que l'énergie circule et alimente le corps physique, voilà, et aussi agir en conscience, pouvoir utiliser notre néocortex. Qu'est-ce que ça veut dire agir en conscience? On a vu que utiliser le néocortex demande beaucoup d'énergie. Seulement, c'est pas ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Le lion, lui, il préfère chasser de nuit. Nous, on préfère s'économiser. Seulement, le processus d'évolution de tous les corps cherche à avoir une structure plus stable. Et plus un corps est riche en énergie, plus il vibre haut, plus sa structure est stable. On s'en rend compte par des expériences. Alors vous pouvez taper sur YouTube, parce que là je mets juste une image, mais sinon c'est des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. Plaque vibrante, forme géométrique. Et donc en noir, ici là on peut voir, ça c'est la plaque vibrante, et sur laquelle ils vont mettre des électrodes qui vont permettre à l'aide d'un variateur de pouvoir augmenter la fréquence. Dessus en blanc ils mettent des grains de sable, du sel ou autre chose, des petits corps. Et plus ils augmentent la fréquence, plus le motif change pour devenir de plus en plus complexe, de plus en plus stable. On se rend compte que ce motif-là est bien plus stable que celui-là, et ici bien plus riche en énergie. Du coup, meilleure la connexion est à la source, plus on a d'énergie. Ah, c'est quoi cette source? Quelle est cette source? Les philosophes, Aristote, Platon, Socrate, toutes les religions et traditions ancestrales, les nouveaux courants de développement personnel affirment que je suis amour, lumière, perfection, joie, bonheur. Ok, seulement c'est pas ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Généralement c'est plutôt ça qu'on voit, un gros hérisson. Avec les blessures ça donne cela. L'ombre, ou les mémoires jugées négatives par l'inconscient, donc c'est ce qui est au-dessus de cette lumière. Pour ça l'ombre c'est une belle métaphore. C'est toutes ces blessures, tous ces impacts qu'on a pu avoir au cours de notre vie. L'ego s'identifie à cette ombre et a tendance à le défendre avec le mental qui nous pousse à le croire. Le mental, ça va être cette petite voix qui va nous dire fais pas ceci, fais pas cela, c'est trop dangereux, regarde l'autre, il est mieux que toi, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez beau, etc. Le mental qui s'identifie à cette ombre et qui nous pousse à le croire. Qui nous pousse du coup à avoir des sentiments de peur, de colère, de culpabilité, assez bas en énergie. Lorsque l'on décide de soigner nos blessures, lorsque nous nous libérons de ces mémoires jugées négatives par l'inconscient, nous nous rapprochons de plus en plus de notre véritable nature, amour, joie, bonheur. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en thérapie, en état modifié de conscience, qu'on soigne ces différentes blessures pour se reconnecter à sa conscience, cette source. C'est ce qu'affirmait et ce que pensait Nikola Tesla. Mon cerveau n'est qu'un récepteur, une antenne. Et dans l'univers, il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. Après, quand on voit toutes les inventions que Nikola Tesla a pu faire, tous les brevets qu'il a pu poser et puis qu'on utilise encore aujourd'hui, on peut se dire que quand même il a pu se connecter pas mal à cette conscience pour avoir beaucoup d'inspiration et beaucoup de connaissances. Du coup, que nous manque-t-il pour être dans le bonheur? En fait, rien du tout. Il nous manque juste le fait d'être notre véritable nous. Cette lumière, libérée donc de toutes ces blessures. Comment y parvenir? En se libérant des mémoires jugées négatives par l'inconscient. Raisonnons en termes de vibration. Alors on a ce cœur, ce je suis, cette lumière, cette source, et puis au-dessus cette ombre. Alors là c'est pas un schéma très représentatif, mais pour ce que je vais vous montrer c'est pas mal. Alors nous attirons à nous les vibrations similaires. Par exemple les cordes sympathiques sur les instruments de musique, on s'en sert pas de ces cordes sympathiques, mais elles vibrent à la même fréquence que les autres cordes de l'instrument de musique et elles amplifient. Elles vibrent sur des vibrations similaires. Et puis aussi, lorsque on se rapproche de quelqu'un et puis qu'on dit tiens, toi tu es plutôt sympathique, tu résonnes comme moi, tu as un même raisonnement intellectuel que moi, tu as un même
une même résonance vibratoire que moi. Voilà, on retrouve un petit peu les mêmes mots. Les blessures vibrent à une certaine fréquence, plutôt basse, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va attirer à nous aussi les mêmes fréquences, assez basses, colère, peur, tristesse, la même fréquence que notre blessure. La blessure, il faut la voir comme un oignon. Déjà, ça fait pleurer. Et plus on l'épluche, moins elle vibre fort. Son rayonnement est moins fort, donc on attire à nous de moins en moins ces choses pas très agréables. Voilà, lorsqu'on commence à soigner, on enlève épluchure par épluchure, et du coup on se recentre de plus en plus dans le cœur. Lorsque la blessure est totalement soignée, on se recentre totalement, complètement dans l'amour, dans le cœur. Voilà. Et du coup on attire à nous, par toujours le même processus de rayonnement, de vibration, autre chose, quelque chose de plus sympa. On attire à nous des vibrations d'amour. L'amour, c'est vraiment une vibration très très élevée. Comment se libérer des mémoires jugées négatives par l'inconscient? Ça va être à l'aide des états modifiés de conscience. Alors moi, ce que j'utilise pour rentrer en état modifié de conscience, c'est l'hypnose. Pour rentrer en état modifié de conscience, la mise en état modifié de conscience peut intervenir de 3 façons. Ça peut être saturation, confusion. L'expérience que vous avez déjà fait, c'est en cours, les professeurs qui peuvent parler parfois sur les tons monocordes ou amener des idées trop confuses, trop abstraites pour le conscient. Auquel cas le conscient décroche et passe la main à l'inconscient, rentre en état modifié de conscience. Les politiques sont très doués d'ailleurs en saturation, confusion. Après, on peut rentrer en état modifié de conscience par la rupture de pattern. Le pattern, c'est un processus d'activation inconsciente que l'inconscient a programmé qu'après A vient B, après B vient C, après C vient D, etc. Et que si on vient l'interrompre dans son processus inconscient, par exemple AB, l'inconscient se met à bugger, en gros, et dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais. La personne est rentrée en état modifié de conscience. Du coup, j'ai dit surprise au choc parce que c'est généralement par une surprise ou un choc que le processus est coupé. Lorsque, par exemple, on a subi un accident de la route et qu'on peut voir les gens qui sont en état de choc, en fait, ils sont en état modifié de conscience. Et là, tout ce qui se passe de l'accident, c'est rentré au niveau inconscient. Si c'est jugé négativement par l'inconscient, il y a de bonnes chances, ça va occasionner par la suite donc des réactions, des stratégies d'adaptation. Du coup, il faudra nettoyer ces traumatismes. Ou la focalisation, une autre façon de rentrer en état modifié de conscience, que ce soit une focalisation visuelle avec les yeux ouverts ou même les yeux fermés, on peut imaginer quelque chose par imagination, ou une focalisation sensorielle ou même émotionnelle. Voilà. L'outil que j'utilise en thérapie pour rentrer en état modifié de conscience pour aller soigner ces mémoires jugées négatives par l'inconscient, c'est l'hypnose. En hypnose, il y a 2 grandes familles. L'hypnose indirecte, qui est une manipulation de l'inconscient, où le thérapeute peut chercher à aller influencer l'inconscient pour l'amener vers une direction où lui, il a jugé que c'était intéressant de l'amener. Du coup, il va contourner le conscient de la personne pour pouvoir aller intervenir au niveau inconscient. C'est par messages subliminaux, ça va être aussi par des métaphores, etc. Donc manipulation de l'inconscient, peu ou pas de conscientisation. Et de l'autre côté, on va voir l'hypnose directe, où on va donner les outils à la personne, on va lui expliquer comment ça se passe, et puis c'est elle, directement, qui va agir, qui va rentrer en contact avec son inconscient, et puis on explique tout. Du coup, autonomie plus importante, responsabilisation à 100%, conscientisation et un éveil plus rapide. Alors, les différentes écoles d'hypnose, on va pouvoir les retrouver là-dedans. L'hypnose hellmanienne, kleinienne, ça va être principalement de l'hypnose directe. L'hypnose ericksonienne, ça va être principalement de l'hypnose indirecte. L'hypnose humaniste, ça sera un mélange entre l'hypnose directe et l'hypnose indirecte. Alors, le processus de guérison en détail, comment ça se passe? Généralement, on arrive en thérapie avec un symptôme, qu'est-ce qui me gêne? Que ce soit douleur, maladie, dépendance, tabac, drogue, nourriture, etc. Ou alors perte de sommeil, stress, phobie,
problèmes comportementaux, dépression, etc. Le but du jeu, c'est d'aller gratter pour lever le voile derrière ce symptôme, pour trouver en conscientisant quelle est derrière la stratégie inconsciente de survie, d'adaptation qui a été mise en place. Quelle est la vérité inconsciente de mon système qui ne me convient plus? À partir du moment où j'ai mis le doigt sur cette vérité inconsciente, le but du jeu, ça va être de l'accepter. Lorsque j'accepte cette vérité, j'intègre plus d'amour, c'est la lumière de ma conscience qui me permet d'accéder à un niveau de vérité plus haut. Donc de vibrer plus haut, d'être plus stable. Lorsque l'on vient gratter toujours au plus profond, on se rend compte qu'il y a toujours un manque d'amour quelque part. Donc oui, l'amour, c'est la seule réponse. Et après, je retourne dans la vie pour aller constater sans juger si cette nouvelle vérité, toujours inconsciente, me convient. Important. Lorsque les symptômes ont atteint le corps physique, il est important de soigner conjointement le corps physique et le corps énergétique. Et ça, c'est vraiment très très important. Et je reviendrai dessus lors de la deuxième présentation. Pour conclure, quelle est la finalité de ce travail? C'est réellement l'éveil. On va se servir du symptôme comme un indicateur de mal-être. C'est-à-dire que le symptôme va nous permettre de voir où est-ce qu'on en est dans la thérapie. Lorsque l'indicateur tombe à zéro, c'est que j'ai nettoyé, c'est que j'ai sorti tout ce qu'il y avait à sortir derrière, c'est que j'ai mis de l'amour partout où il en manquait. La volonté, surtout l'intention, c'est le moteur de changement. On obtient des résultats à la hauteur de son engagement. Et déjà, quand je commence à me livrer, c'est que je montre à mon inconscient ma volonté de changer. On a tous une capacité innée à travailler en état modifié de conscience. Vu qu'on en fait tous les jours, toute la journée, tout le temps, oui, on fait ça tout le temps, on est des surdoués de l'hypnose. Donc seule une croyance limitante pourrait bloquer cette capacité. Se projeter, indiquer à notre esprit la voie que l'on a choisie. Et là, on a deux choix possibles, soit une attente négative, soit une attente positive. Bien sûr, lorsqu'on est dans une attente positive, on prétend, c'est comme le sportif qui s'imagine gagner et puis qu'il a déjà la coupe dans la main, il prétend pas qu'il a déjà gagné, mais par contre il indique à tout son esprit, à tout son corps, la voie qu'il a choisie. Et vu que notre inconscient il est avec nous en permanence et qu'il fait ce qu'on lui demande, il va s'orienter vers cette voie que l'on a choisie. D'autres outils pour intervenir. Toutes les médecines énergétiques avec intégration de l'amour. Et qu'est-ce que ça veut dire, intégration de l'amour? C'est-à-dire que le thérapeute doit être capable de pouvoir délivrer à son patient le message le plus juste pour lui, ce qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. Et ce qu'il a besoin d'entendre, ce n'est pas forcément des compliments. Ça peut être quelque chose qui peut lui provoquer, sur un court laps de temps, de la colère vis-à-vis du thérapeute. Et le thérapeute doit être dans un amour inconditionnel pour pouvoir effectuer cela. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir donner sans rien attendre en retour. Et c'est ça l'amour inconditionnel. On n'oublie pas, si les symptômes ont atteint le corps physique, il est important de soigner conjointement le corps physique et les corps énergétiques. Prenez conscience du pouvoir que vous avez et surtout de la capacité que vous avez en vous pour vivre heureux. Et que tout cela ne dépend que d'une seule personne, vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.